Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Damien Abad. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors à 42 jours du premier tour, la guerre en Ukraine s'invite donc dans la campagne. Comment se concilier les tensions internationales et la bataille présidentielle? En quoi cette guerre de Poutine change-t-elle la donne? Dans ce contexte, sur quel thème va se jouer l'élection? Sur le social, le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité, l'immigration ou l'international, c'est-à-dire la place de la France dans le monde et la protection des Français. Mais pour commencer, Damien Abad, est-ce que vous dites comme Emmanuel Macron que cette guerre déclarée par Vladimir Poutine à l'Ukraine est un tournant dans l'histoire du monde et de notre pays? Ce qui est certain, c'est que c'est un tournant dans l'histoire de l'Europe. D'abord parce que ça fait 25 ans qu'on n'avait pas connu la guerre en Europe. Ensuite parce que cette guerre, elle va avoir des retentissements sur plusieurs pays européens, pas simplement sur l'Ukraine et pas simplement sur la question de la Russie, mais aussi sur tous les autres pays autour. Et ensuite parce qu'on ne sait pas où elle va s'arrêter. Autour de l'Ukraine, vous voulez dire aussi? Autour de l'Ukraine, bien entendu. Je pense à la Moldavie, je pense à la Géorgie, je pense à beaucoup d'États baltes également. Et donc, au-delà de ça, les conséquences économiques aussi sur la France et sur tout l'ensemble des pays européens. Et puis surtout, on ne sait pas quand cette guerre va s'arrêter, où elle va s'arrêter et jusqu'où cette escalade russe va continuer. Alors, Donald Trump, l'ancien président américain, il souligne, c'était aujourd'hui, l'intelligence de Vladimir Poutine, c'est Trump qui dit ça, et la bêtise de l'OTAN, et il en profite aussi pour s'en prendre à son successeur Joe Biden. Il est dans le vrai, Donald Trump? Écoutez, le mot intelligence, c'est pas le premier mot qui me viendrait à l'esprit. Est-ce que vous dites dictateur? Non, je dis pas le mot dictateur, parce que ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, on a un régime autoritaire en Russie, une agression qui a été faite et une violation claire du droit international, et que Vladimir Poutine, aujourd'hui, se comporte en chef de guerre irresponsable. Mais au-delà de ça, on voit bien qu'il y a un règlement de compte interne entre M. Biden et M. Trump. Mais la réalité, c'est qu'il faut poser les mots justes, et moi, c'est pas le mot intelligent qui me vient en premier quand je pense à Vladimir Poutine, bien entendu. Et il y a peu de monde d'ailleurs, il revient ce mot d'intelligence pour Vladimir Poutine. Alors la Russie a élargi son offensive à l'ensemble de l'Ukraine. Depuis cette nuit, on avait pris l'habitude de dire que l'Europe, c'était la paix. Cette guerre de Poutine, est-ce que ça signifie que l'Europe n'est plus la paix, Damien Abad? Ça signifie en tout cas que la paix est fragile, qu'il y a une déstabilisation. Et comme l'a dit Nicolas Sarkozy, il y a aujourd'hui aussi une inefficacité des institutions multilatérales. Vous parlez de l'OTAN tout à l'heure. La question de la réforme de l'OTAN, de l'ONU doit être posée sur la table. La question de la protection de la défense européenne également. Cette paix, elle est extrêmement fragile. Et cette guerre-là, elle aura des conséquences importantes, y compris sur le plan géopolitique, stratégique et politique. Donc il va falloir revoir nos institutions multilatérales, revoir notre défense européenne et aussi notre souveraineté nationale et notre défense nationale. Donc oui, cette paix aujourd'hui, eh bien, elle est moins durable, peut-être qu'il y a quelques mois encore, et elle est extrêmement fragile. Est-ce qu'on a été trop naïf vis-à-vis de Poutine? Vous savez, il y a toujours, en tout cas, une volonté de croire à ce qu'il n'y aura pas d'invasion. Moi, je me souviens des mots d'un certain nombre de candidats, d'ailleurs, à l'élection présidentielle, qui disaient qu'il n'y aura jamais d'invasion de la Russie à l'égard de l'Ukraine. La vérité, c'est que oui, il y a eu forcément une forme de naïveté, parce qu'on n'a pas vu, on l'a vu arriver au dernier moment. Pourtant, les chars russes... On n'y croyait pas. Enfin, pourtant, les Américains, y ont cru. Les services de renseignement des autres pays occidentaux, bien sûr. Alors même que il y a eu un problème alors même que les troupes étaient quand même installées aux frontières. 130 à 150 000 soldats étaient installés aux frontières frontières et que personne ne s'en cachait du côté russe et que donc il y avait du jour au lendemain, il pouvait y avoir cette attaque-là. Après, on pensait que ça allait être simplement la guerre du Donbass. La réalité, c'est qu'on voit bien que la volonté de M. Poutine, c'est pas d'attaquer simplement le Donbass. Et qu'en fait, il a attaqué l'Ukraine de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, et il s'est installé partout sur les frontières. Donc oui, aujourd'hui, on voit bien que malheureusement, cette guerre, elle était prévisible, elle a été fortement préparée, il y a eu une préparation méthodique de la part de Vladimir Poutine. D'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que Poutine veut tester à travers cette guerre les démocraties occidentales pour voir jusqu'où il peut aller ou jusqu'où il ne peut pas aller? Oui, certainement qu'il y a une volonté chez lui de tester nos démocraties. C'est à nos démocraties de faire preuve de résilience. C'est toujours plus difficile, vous savez. Quand vous êtes dans un régime autoritaire, vous décidez de tout, vous imposez de tout, c'est forcément plus facile d'imposer par la force. Mais la démocratie, elle doit montrer sa résilience. Elle doit montrer que la démocratie, ce n'est pas le synonyme de la faiblesse, mais que ça doit être le synonyme de la puissance. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, il faut que l'agression massive correspondent à un coût massif pour la Russie. Il faut qu'à côté de cette agression, on ne peut pas rester impuni, d'où l'importance des sanctions. Même si on sait que leur efficacité sera limitée, il faut avoir des sanctions fortes
exemplaire et montrer que les démocraties sont debout et qu'elles ne laisseront pas faire ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine. Parce que ce qui est en jeu, c'est quoi? C'est l'ordre international, encore plus que la paix du monde? Oui, c'est l'ordre international, parce que on voit bien qu'il y a une volonté de la Russie de reconstituer son ex-empire. On voit bien aujourd'hui aussi la Chine, à Taïwan. On voit bien tout ce qui est en train de se passer. Et moi, je ne veux pas d'un nouvel ordre mondial où la Russie et la Chine seraient superpuissants, où les États-Unis seraient dans une position de retrait et les Européens seraient divisés et fracturés. Et absents. Et donc absent de la scène internationale. Et donc l'enjeu pour nous, il est aussi politique et diplomatique. Il faut que l'Europe, l'OTAN, les États-Unis retrouvent de la voix, et la voix diplomatique, elle doit souffler beaucoup plus fort que la voix des armes. Alors justement, ce qui a été décidé hier, c'est-à-dire les Occidentaux ont répliqué à Poutine par de nouvelles sanctions, notamment la déconnexion de banques russes, pas de toutes les banques russes, mais de banques russes, du système SWIFT. Et aussi cette décision de livrer des armes. Je suppose que vous approuvez ou il faut aller encore plus loin? Oui, j'approuve clairement. J'ai demandé à ce que l'on puisse effectivement déconnecter les banques russes de SWIFT. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que c'est par SWIFT que se font... Ouais, on va expliquer, vous allez expliquer à nos auditeurs de quoi il s'agit. Oui, c'est simplement, si vous voulez, un certain nombre de marchés qui se font au niveau des banques, des échanges, des intermédiations. Et donc, on sait très bien que c'est par SWIFT, par ce réseau-là, cette plateforme-là bancaire, que passent notamment tous les achats de pétrole et de gaz russe. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'arme atomique financière. Et donc, cette arme-là, eh bien, il faut l'utiliser parce que, on le sait, dans les sanctions, ce seront sur les banques russes et les oligarques russes qu'on aura la plus grande efficacité. Donc moi, ce que je demande, c'est effectivement pas simplement la limitation, comme l'Allemagne le souhaite, mais la suppression totale de l'accès des banques russes à SWIFT. Mais je souhaite aussi de toutes les banques. Et je souhaite aussi qu'on renforce les sanctions sur les oligarques russes, parce que je pense qu'on peut aller plus loin sur les oligarques russes, parce qu'il faut... Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut isoler la Russie et appauvrir les oligarques. C'est ça l'enjeu. Si on veut avoir un coût massif à l'invasion russe inacceptable en Ukraine. Alors, de quelle manière on s'en prend aux oligarques russes ? Et là aussi, c'est des sanctions financières, c'est des sanctions à travers les banques, c'est un contrôle d'un certain nombre de biens. Vous savez, on a des oligarques russes aussi qui ont des biens en France. Notamment dans votre région, la région Rhône-Alpes. Bien entendu. Dans les stations de sport d'hiver. Ultra luxueuses. Ça existe Alors, aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces chalets qui appartiennent aux oligarques ? Il y a un certain nombre de biens qui peuvent être récupérés. Et d'autres, en tout cas, récupérés, c'est-à-dire il faut qu'on regarde quelles sont les possibilités, qu'est-ce que le droit nous permet, parce qu'il faut faire tout ceci dans le respect, bien sûr, de l'état de droit. Mais moi, je pense que si on peut aller dans un certain nombre de saisies de biens, il faudra le faire. Pourquoi ? Parce que ce régime définitif de biens. Oui, en tout cas, il faut pouvoir le faire aller jusqu'au maximum. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, ce pouvoir militaire russe, il est financé par les oligarques. Et donc, il faut casser les pompes de financement. Casser les pompes de financement. Est-ce que vous redoutez un effet boomerang de ces sanctions ? Il faut être clair et parler clair aux Français. Il y aura forcément un coût pour la France. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs Emmanuel Macron. Et il y aura forcément un coût pour les Européens. Mais je pense que les avantages l'emportent sur les coûts. Parce que sinon, c'est quoi l'alternative ? L'alternative, c'est de ne pas faire de sanctions. Ça veut dire qu'on laisse M. Poutine en toute impunité envahir l'Ukraine. Et demain, il fera la même chose en Moldavie. Et après-demain, il fera la même chose en Géorgie. Et on va attendre quoi ? Donc c'est bien la paix du monde qui est en jeu. Bien entendu, et la paix de l'Europe et du monde. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui disent « Oui, il y aura un coût aux sanctions pour les Français », bien sûr. Mais est-ce qu'on a une autre foi ? On n'a pas d'autre solution politique. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy l'a dit très justement. C'est soit la diplomatie, soit la guerre totale. Eh bien, moi, je veux la diplomatie, mais jusqu'au bout. Et vous reprenez aussi les mots du président Macron ? Mais en tout cas, je reprends les mots... Qui vont dans le même sens, hein. Oui, mais je reprends les mots du président Sarkozy, qui a dit très clairement les choses, et qui dit qu'il faut aller jusqu'au bout de cette issue diplomatique. Et donc, les sanctions, oui, c'est un coût pour les Français. Il faut arriver à limiter le coût pour les Européens dans leur ensemble, et surtout, à renforcer le coût, non pas pour les Russes, mais pour le pouvoir russe, pour le régime russe en tant que tel. Pour le régime russe Pas pour la population, parce que la population n'est pas toute derrière Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que cela va changer pour l'économie mondiale et pour l'économie française surtout ? Il y aura des conséquences, notamment sur le plan énergétique et agricole. D'ailleurs, Valérie Pécresse l'a dit, elle était la première à le dire, qu'il faudra un plan d'urgence sur le secteur agricole et énergétique très rapidement pour la France. Pourquoi ? Parce que, je vous prends l'exemple agricole. Je vais encore vous citer Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a dit hier au salon de l'agriculture. Écoutez, je sais que c'est votre candidate, mais c'est le président de la République qui décide aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais on a aussi un débat présidentiel, on a aussi des positionnements des candidats, et Valérie Pécresse a pris une position politique très claire là-dessus. Je vais juste dire un mot sur la question, par exemple, du blé. En France, on n'est pas dépendant du blé ukrainien ou russe, mais on sait très bien que la montée du cours du blé, elle va faire quoi ? Elle va faire monter le cours du maïs, elle va faire monter le cours des semences, de l'engrais et autres. Et donc, ça a un coût pour les agriculteurs, ça aura un coût pour les éleveurs notamment, et pour les consommateurs, final, aussi à la fin. Donc, il nous faut anticiper cela
et accompagner nos agriculteurs, pas simplement en allant au salon de l'agriculture, mais surtout en leur proposant des mesures d'urgence. Alors, quelles mesures ? Eh bien, très concrètement, il faudra anticiper ces hausses de prix, pouvoir faire en sorte que l'État accompagne. Par exemple, quand vous avez aujourd'hui des prix du blé qui sont à 300 tonnes par moment, 300 euros la tonne, pardon, eh bien forcément, vous avez des coûts qui sont extrêmement forts. Donc, il y aura des dispositifs d'aide d'urgence, certainement, à mettre en place pour celles et ceux qui, notamment la partie céréalière, mais qui vivent et qui auront des coûts trop importants. Alors, on va parler des coûts. Et je pense aux éleveurs, notamment, parce que les éleveurs devront supporter les coûts pour le maïs et les semences. Et ils devront aussi supporter le coût de l'augmentation de l'énergie, du pétrole et du gaz. La Russie est le troisième producteur mondial de pétrole, premier producteur mondial de gaz. Le baril de pétrole a dépassé les $100, donc c'est au plus haut depuis 2014. Des experts disent que ça pourrait monter jusqu'à $120 le baril. Ce qui va signifier que le prix de l'essence à la pompe va être très très élevé. Quelles conséquences pour l'économie française selon vous ? Et quelle réponse à cela ? Déjà, malheureusement, on a déjà un prix à la pompe qui est extrêmement élevé. D'abord parce qu'il y a une fiscalité sur les carburants qui est totalement délirante, que ce gouvernement a augmenté pendant le quinquennat. Et là, bien sûr, on a un effet conjoncturel. Donc, ça va être extrêmement dur parce que la facture énergétique des Français, mais aussi des Européens, va augmenter. Ensuite, on a un petit avantage malgré tout, c'est que la France est un peu moins dépendante que d'autres pays. Je pense par exemple à l'Allemagne, à l'Autriche, grâce au nucléaire. Grâce au nucléaire. Et donc, ce que je demande, c'est relancer le programme nucléaire civil. Nous devons relancer le programme. C'est ce qui a été annoncé. Non, pas très clairement. Il faut relancer le programme nucléaire civil pour une raison très simple. Alors, de quelle manière ? Comment vous faites pour relancer le programme nucléaire civil d'abord, on avait dit... au-delà de ce qu'a proposé d'abord, le président de la République, il a fait des zigzags permanents sur la question du nucléaire. Si on regarde les choses, il y a au milieu mandat, en mi-mandat, il avait dit je vais reculer la part du nucléaire dans le mix énergétique. Il avait fait aucune annonce de nouvelle EPR. Comme par hasard, on les fait à quelques semaines du premier tour d'élection présidentielle. Nous, on aura une cohérence, une constance et une stabilité dans cette politique. Nous relancerons le nucléaire partout où c'est possible, parce que c'est l'indépendance énergétique de la France, et nous le ferons sur le quinquennat, sans zigzag, sans aller-retour permanent, et sans donner des gages au vert. En sachant quand même que la relance du programme nucléaire, ça prend au moins 15 ans. C'est donc, pour ça qu'on a perdu 5 ans. D'ici là, il faut faire autre chose. Et puis, il n'y a pas eu d'autres centrales nucléaires qui ont été lancées sous Nicolas Sarkozy non plus. Non, mais aujourd'hui, on l'avait dit, nous, ça fait, avec le groupe Les Républicains, avec mes collègues députés, ça fait 5 ans qu'on demande la réouverture de nouvelles EPR, qu'on demande d'aller plus loin dans le programme nucléaire. Voilà, donc on n'a pas été écouté, on a été écouté dans les 2 derniers mois, c'est dommage, on a perdu 5 ans. Alors vous dites, il faut donc sanctionner, décider de sanctions contre la Russie, même si il y a un effet boomerang sur la France. En limitant l'effet boomerang. Mais est-ce que les économies françaises, européennes et mondiales peuvent supporter les conséquences de cette guerre après 2 ans de pandémie ? Et je le dis aussi, non seulement sur la Russie, mais il faut aussi des sanctions sur la Biélorussie, qui est complice du crime d'agression. Qui est complice, et Tchervenko, le complice de... Exactement. Et ça, c'est aussi inacceptable. Il faut que le régime biélorusse soit aussi sanctionné. Alors, bien sûr, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos économies sont déjà affaiblies. Elles sont déjà affaiblies parce qu'on a une crise sanitaire majeure, parce que la France aussi est déficitaire. Nous avons le pire déficit de la balance commerciale aujourd'hui. Et donc, pour la première fois depuis 1945, la France a déjà un déficit agricole, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1945. Donc, on arrive dans cette crise politique avec des armes budgétaires et financières qui sont déjà durement affaibli. Mais nous n'avons pas le choix, il faut faire face, il faut ces sanctions, il faut limiter les effets boomerang, il faut faire en sorte qu'il y ait une solidarité européenne et une solidarité mondiale aussi, y compris au niveau, et surtout au niveau économique. Et cette solidarité mondiale, elle doit s'exercer pour que le coût des sanctions soit beaucoup plus fort pour la Russie que pour les Européens. Et vous voyez des conséquences sur la croissance mondiale ? Et pour nous, on va être très clair, il y aura des conséquences sur certains secteurs. On a parlé de l'agriculture, de l'énergie, mais il y a l'aéronautique, il y a la machinerie agricole et industrielle, je pense aux industries du luxe, à la parfumerie, à la cosmétique, il y aura aussi des conséquences sur ce secteur-là qu'il va falloir aussi anticiper. Alors on précise des choses, la France a de nombreux liens économiques avec la Russie, même si les échanges sont un peu limités, je crois que c'est de l'ordre de 5 milliards d'euros par an. 500 entreprises françaises sont présentes en Russie, donc comme vous l'avez dit, dans le luxe, l'agroalimentaire, l'énergie, notamment avec Total Énergie. Donc vous envisagez, vous considérez que pour ces secteurs, il y aura des problèmes ? Je pense en tout cas qu'il y aura des conséquences. Souvenez-vous de l'impact de l'embargo russe à l'époque, donc pour nos agriculteurs. Donc là, il y aura forcément... vous savez, la Russie, c'est quand même une puissance économique importante. Et donc oui, il y aura des conséquences de ces secteurs-là qui ont déjà une reprise difficile parce qu'ils sortent de la crise sanitaire. Et je pense notamment à l'aéronautique qui a déjà beaucoup souffert de la crise sanitaire. Et là, effectivement, il y aura un impact sur elle aussi. Donc il va falloir pouvoir anticiper. Moi, je crois au dispositif d'aide sectorielle, d'accompagnement sectoriel. Et je crois aussi à la solidarité mondiale. Il faut vraiment qu'on ait une solidarité économique
économique mondial. Alors, solidarité mondiale, mais solidarité aussi au niveau national. Est-ce qu'il faut réactiver le quoi qu'il en coûte en France ? Vous savez, le quoi qu'il en coûte, ça n'existe pas. Parce que à la fin, ce sont les Français qui payent. Et ce sont les Français qui trinquent. Quand vous avez aujourd'hui 3 000 milliards d'euros de dettes sur la table, vous ne pouvez pas vivre indéfiniment comme cela. Et donc, moi, je suis quand même pour qu'on ait la maîtrise de nos dépenses publiques. Il faut des dispositifs d'aide, mais la contrepartie de ça, c'est quoi ? Ce sont des réformes. Et le problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'a fait aucune réforme. Rien sur la réforme des retraites, rien sur la réforme de la dépendance, rien sur la réforme, très peu sur la réforme de l'assurance chômage, rien sur la réforme de l'assurance maladie. Donc, qu'est-ce qu'on voit à la fin des fins ? C'est qu'on a dépensé sans compter. C'est le président des chèques et des échecs. Et à la fin des fins, eh bien, c'est les Français qui payent. Et on passe à l'addition. Et malheureusement, l'addition, vous savez, on finit toujours par la payer. Donc, on peut pas considérer qu'on peut avoir un quoi qu'il en coûte permanent et durable. Pas de quoi qu'il en coûte permanent et durable. Est-ce que Emmanuel Macron a raison de dire que cette guerre aura des conséquences durables et profondes sur nos vies, et lesquelles ? Oui, cette guerre aura des conséquences durables, c'est très clair. D'abord sur le plan économique, on l'a dit, mais aussi elle peut avoir des conséquences sur le plan politique. Elle peut aussi reconfigurer. Alors après, elle peut être un mal pour un bien s'il y a une prise de conscience des Européens de l'importance de renforcer l'Europe politique, c'est-à-dire de prendre des décisions politiques. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus la puissance. On a perdu la puissance en Europe et en France. Il nous faut retrouver cette puissance, et notamment cette puissance de feu diplomatique. Comment on fait ? Eh bien, moi, vous savez, je crois qu'il faut qu'on retrouve une Europe politique dans laquelle on puisse prendre des décisions à quelques-uns. Alors, ça s'appelait auparavant les coopérations renforcées, mais il faut qu'à quelques-uns... Donc des cercles européens. Oui, des cercles concentrés. Mais, je veux dire, aujourd'hui, on a besoin d'avancer ensemble sur des sujets stratégiques très concrets. Prenons un exemple, l'énergie. Il nous faut cette Europe de l'énergie. Alors, si on la construit pas à 27, ben faisons-la à quelques-uns. Mais il faut qu'on avance dans cette Europe de l'énergie. Ce serait quoi cette Europe de l'énergie ? Avec quel objectif ? L'objectif, c'est l'indépendance. On a construit l'Europe sur un triptyque pain, paix, liberté. On a construit l'Europe sur l'indépendance alimentaire. Et aujourd'hui, par nos politiques que l'on mène, et parce qu'on laisse tout faire, tout laisse aller, parce qu'on signe des traités de libre-échange sans aucune réciprocité dans les échanges, eh bien, on est en train de tomber dans une situation de dépendance alimentaire et énergétique. Notre objectif doit être de retrouver une souveraineté alimentaire et énergétique nationale, mais aussi européenne. Mais concrètement, ça passe par quoi ? Concrètement, ça passe par un bouclier énergétique commun, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que les pays européens soient moins dépendants, par exemple, de l'achat du gaz russe. Parce que si l'Allemagne, aujourd'hui, était moins dépendante de l'achat de gaz russe, peut-être qu'elle n'aurait pas la même position qu'elle a actuellement sur SWIFT. Donc, il faut qu'on arrive nous-mêmes à... Parce que 55% du gaz allemand provient de Russie. Exactement. Et en France, c'est moins de 20%. Et donc, ça veut dire très concrètement, aussi à nos auditeurs, ça veut dire que demain, on peut couper le chauffage. Et c'est ça, par exemple, en Autriche, qui est dépendant quasiment à 100%, ça veut dire aussi qu'on peut avoir plus de chauffage. Ou augmenter les prix. Ou augmenter les prix. Donc, c'est soit des effets volume, soit des effets... Donc, l'enjeu, on voit bien de la crise sanitaire. Et la crise en Ukraine, cette crise et cette guerre nous montrent quoi ? Que l'enjeu de la souveraineté stratégique et de l'indépendance dans des secteurs clés, je pense à l'alimentation, l'énergie, mais un certain nombre d'autres secteurs aussi, la santé, par exemple, ça doit être une priorité politique. Et santé, de quelle manière ? Est-ce que les médicaments. Ce qui a été annoncé, je sais, mais ce qui a été annoncé, est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut aller au-delà ? Non, ça suffit pas. Il faut aller au-delà. Vous vous rendez compte que la France produit plus de Doliprane. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la France, elle est tombée parce qu'elle fabriquait pas des masques. C'était ça, quand même, la première vague de la crise sanitaire. Donc, il nous faut retrouver aussi cette souveraineté stratégique dans le domaine de la santé. Au passage, est-ce que vous êtes favorable à l'interdiction de la chaîne russe RT France, qui est, il faut le dire, la chaîne de propagande de Poutine en France ? Si cette chaîne est un instrument et un outil de propagande du pouvoir de M. Poutine en France, oui, j'y suis favorable. Vous en doutez qu'elle soit la chaîne de propagande en tout cas, on a tous les éléments qui nous laissent en penser que c'est le cas. Ouais. Et je pense qu'il faudra prendre notre responsabilité et le faire. Pourquoi ? Parce que... Mais comment on le fait alors ? Écoutez, ça c'est au gouvernement on suspend, on la ferme définitivement. Moi, je suis d'abord favorable à une suspension pour qu'on règle les choses. Et ensuite, pourquoi je dis ça ? Parce que il y a une guerre d'information. La grande différence entre l'annexion de la Crimée par la Russie et l'annexion aujourd'hui par la Russie de l'Ukraine, c'est la population, c'est l'opinion publique russe. L'opinion publique russe, elle n'est pas toute derrière. Il y a des manifestations qui se font. Donc il y a une guerre informationnelle. Et 3000 manifestants qui ont été arrêtés. Mais on va être clair, c'est pas simplement la suspension d'RT France qui va changer les choses. Ce qu'il faut faire, c'est aussi lutter contre les cyberattaques. Parce qu'il y a des menaces tous les jours sur ces cyberattaques. Moi, j'ai demandé à ce que le Parlement soit informé et qu'il y ait un débat au Parlement sur la question des cyberattaques, notamment avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des informations. Pourquoi ? Des systèmes d'information. Parce qu'aujourd'hui, c'est une bataille qui se fait. Et donc, il faut là-dessus qu'on maîtrise mieux les flux d'informations. Il faut expliquer à la population russe qui ça. Parce que ce que dit M. Poutine à la population russe, il dit que c'est la guerre du Donbass. Mais non, c'est la guerre en Ukraine. Et que donc il faut menée par la Russie, menée par Poutine. Menée par la Russie et M. Vladimir Poutine. Et donc il y a une guerre informationnelle.
Et ça doit être un enjeu important pour nos démocraties. Donc RT France, pour conclure, et la décision de suspension, pour vous, doit intervenir rapidement ? Moi, je pense que si c'est très clair que c'est un outil de propagande, il faut engager que la France prenne, et l'Europe, parce que je pense qu'il faut aussi que ça se pose au niveau européen, prennent leurs responsabilités pour avoir une suspension et éventuellement une fermeture ensuite de RT France. Et prennent leurs responsabilités, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que très clairement, si c'est avéré que c'est un outil de propagande au pouvoir en place, eh bien, il faut suspendre RT France. Alors, politique et implication au niveau de la scène politique française. Est-ce que les critiques de LR, considérant que le président Macron a été absent de la scène internationale depuis 5 ans et a trop négligé les relations de la France avec la Russie, sont toujours recevables ? Oui, mais vous savez, on aura toujours ce débat-là. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai approuvé quand le président Macron est allé à Moscou discuter avec le président Poutine. Mais j'ai regretté quand la Russie s'est parfois trouvée sur le banc, écartée, isolée, pas traité, entre guillemets, dans les relations internationales. Je pense que là-dessus, d'ailleurs, je pense que... Mais isolé par la France ou par les États-Unis ? Par tout le monde, y compris aussi par l'Europe. Donc, il y a un enjeu diplomatique. Parce que il faut aussi comprendre l'évolution géostratégique et géopolitique. Donc, moi, je suis toujours pour le dialogue. Et bien sûr que ce dialogue, il aurait pu avoir lieu. Mais vous savez, on ne refait pas l'histoire. C'est trop facile de donner des leçons après coup. Donc, aujourd'hui, on est face à une guerre et il faut avoir cette solidarité mondiale. Est-ce à dire qu'il y a quand même une dimension de politique intérieure dans cette crise ukrainienne ? Et on est à 42 jours de la présidentielle. Il y a toujours des dimensions de politique intérieure dans la crise ukrainienne. Je ne l'empêcherai pas. Nous sommes à quelques jours maintenant, enfin à moins de 50 jours d'élection présidentielle. Donc la réalité, c'est bien sûr. Enfin, je pense aussi qu'il y a des candidats qui se sont disqualifiés de par leur compromission avec le pouvoir russe en place. Alors je vous vois venir. Donc une question précise, pour préciser les choses, si on vous comprend bien, vous considérez qu'un certain nombre de partis et de candidats à la présidentielle sont quelque part dangereusement pro-Poutine. Et vous pensez à qui ? Oui, très clairement. Je pense à M. Zemmour, à Mme Le Pen et à M. Mélenchon. Et alors, vous dites clairement, quoi, les trois se sont... Vous dites quoi des uns et des autres ? Je dis des uns et des autres, simplement. Ou plutôt des uns et de l'autre. Je dis très clairement aujourd'hui qu'ils se sont en partie disqualifiés dans ce match présidentiel parce qu'ils sont alignés... En partie ou complètement ? Même complètement. Parce que, tout simplement pour une raison très simple, c'est qu'ils ont aligné la position de la France sur les intérêts russes. Leur position à eux. Leur position à eux. Et s'ils étaient en responsabilité, la position du coup de la France sur les intérêts russes. Donc, alors, dites-moi précisément, donc, pour étayer vos propos, qu'est-ce que vous reprochez à Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce que vous reprochez à Éric Zemmour ? Qu'est-ce que vous reprochez à Marine Le Pen ? Bon. Je reproche aux trois d'avoir considéré que M. Poutine n'était pas un danger, n'aurait jamais fait l'invasion puisque je me souviens notamment des propos de M. Zemmour, qui expliquait que de toute façon, il n'y aura pas d'invasion de la Russie en Ukraine. C'est ce qu'il a dit. Il a même dit que M. Poutine n'était pas un agresseur, mais qu'il était agressé. Il a même dit qu'il fallait arrêter de nous casser les pieds avec la guerre en Crimée, là, parce que c'était de la propagande américaine. Et alors, conclusion ? Donc, conclusion, moi je considère que quand vous élisez un président de la République, vous lui donnez le bouton du code nucléaire. Ben, je suis pas sûr que les Français, en tout cas moi j'en ai pas envie, de donner le bouton du code nucléaire à ces personnes-là qui ont aligné leur position sur celle des intérêts russes. Alors vous parlez de Zemmour, Marine Le Pen, qu'est-ce que vous lui reprochez ? Mais Marine Le Pen, elle a un certain nombre de financements, vous le savez, avec des prêts bancaires russes notamment. Et je vous arrête 2 minutes parce qu'elle est aux 30 secondes. Elle dit, si j'ai eu des prêts provenant de banques russes, c'est parce que les banques françaises n'ont pas voulu me prêter. Peut-être, mais je le regrette. Ouais. Je le regrette parce que je pense que c'est aussi la responsabilité des banques nationales françaises de pouvoir prêter l'argent à l'ensemble des candidats, parce que moi je suis pour la démocratie. Et alors, en dehors de ces liens ou de ces prêts bancaires provenant de banques russes, qu'est-ce que vous lui reprochez à Marine Le Pen ? Rappelez-vous, quand elle a été reçue par M. Poutine, c'était une fierté pour elle. C'était une chance. C'était ce qui lui donnait la stature présidentielle. C'était ça quand même quand elle est allée le voir. C'était pour avoir une stature présidentielle. Oui, mais c'était pas hier. D'accord, enfin, la réalité, c'était comme ça. Là, il y a toujours une fascination. Moi, je voudrais, c'est qu'il y a une fascination pour Vladimir Poutine, une fascination pour un espèce de régime autoritaire. Mais moi, j'ai pas de fascination pour les régimes autoritaires. Et Jean-Luc Mélenchon ? Et Jean-Luc Mélenchon, pareil, il a notamment, il ne croyait pas à cette invasion russe en tant que telle. Et Jean-Luc Mélenchon, il a aussi eu des propos, un certain nombre de propos ambigus à l'égard de la Russie, même si peut-être c'est celui qui a le plus évolué là-dessus. Il y en a un qui a évolué. Vous parlez de fascination. Il avait cette fascination pour Vladimir Poutine. Je vois très bien ce que vous allez me dire. François Fillon.
François Fillon, donc, qui était payé par les oligarques russes des secteurs de la pétrochimie, de la chimie et du gaz, oligarques russes proches de Vladimir Poutine. Et maintenant qu'il a démissionné de ses fonctions, je suis sûr que vous dites ouf. Non, je dis c'est sage et responsable. J'ai lu d'ailleurs. Ça a pris du temps quand même. Oui, mais j'ai vu sa tribune. Il avait cette fascination pour Poutine. J'ai vu sa tribune ce matin dans le JDD qui est très claire. Elle est très claire sur l'analyse de la situation, de la guerre. Non, il dit simplement une chose, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il regrette que peut-être on n'ait pas géré mieux diplomatiquement notre relation avec la Russie, que peut-être on n'ait pas mieux anticipé les choses et fait de la Russie davantage un partenaire. Voilà. Ensuite, il a pris sa décision. Moi, je trouve que c'est une décision sage, juste et responsable. Et vous dites ouf. Je dis c'est une décision sage. Je dis qu'elle était attendue. Elle était attendue, mais il y a une autre question qui se posait par rapport à François Fillon, ancien Premier ministre, un homme d'État, un homme qui a dirigé la France et qui va quelque part, c'est ce qu'on lui a reproché, vendre son carnet d'adresse à Poutine. Non, mais écoutez, c'est le reproche qu'on lui a fait. Je ne donnerai pas d'autres noms. Ouais. Enfin, ça y est, c'est pas. Mais dites, non, mais c'est intéressant de savoir non, mais parce que en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut bien distinguer les choses. Il y a l'activité professionnelle et l'activité politique. Donc François Fillon s'est engagé dans une voie professionnelle, au profit en travaillant pour des entreprises russes. Vous savez, derrière les entreprises, il y a aussi des gens bien dans la Russie. Moi, je fais pas la distinction entre Vladimir Poutine, le pouvoir en place, et les Russes, et la population russe en tant que telle. Et donc, dans ces entreprises, il y avait aussi des gens bien, qui aujourd'hui... Non, mais là, il travaille pour les oligarques, c'est pas pareil. Non, il y a aussi des entreprises. Ouais. Donc, il y a cette voie professionnelle, et il est sorti de la vie politique. Voilà. Et il le dit d'ailleurs très clairement ce matin. Il dit quoi ? Il dit « Je suis rentré dans ces capitales de ces entreprises russes par choix professionnel, et j'en sors pour des raisons politiques. Parce que politiquement, eh bien, compte tenu de son ancien statut de Premier ministre, c'était effectivement normal et logique qu'il prenne cette décision-là, mais qu'il faut saluer à sa juste mesure. Alors, vous parliez de Zemmour tout à l'heure, Éric Zemmour, qui est à la fois pro-Poutine, il est d'extrême droite, il développe des thèmes racistes autour de la théorie du grand remplacement, d'un racisme anti-musulman violent, autour de thèses négationnistes, révisionnistes, au relais antisémite. Il veut réhabiliter Pétain, et il remet en cause l'innocence du capitaine Dreyfus. Et est-ce qu'il faut, comme l'a dit Yannick Jadot il y a 15 jours, le juif, ici à Radio J, le juif de service pour les antisémites ? Moi, je ne rentrerai pas dans ça, parce que, je combats M. Zemmour, je le combats sur ses idées, sur ses convictions et sa vision de la France. Mais j'ai du respect pour l'intellectuel qu'il est, mais je le combats pour ses idées. Et donc, ce que je veux, c'est qu'on ait une confrontation d'idée à d'idée. J'ai été celui qui a combattu M. Zemmour sur la question du handicap. Parce que ses propos sur les personnes handicapées sont indignes. Et il peut les changer comme il veut, il l'a dit. Il a dit que l'obsession de l'inclusion est une mauvaise manière faite aux autres enfants. Ça veut dire concrètement aux enfants valides. Et on précise les choses pour nos auditeurs, quand vous avez critiqué ce qu'avait dit Zemmour pour les handicapés, vous parliez aussi de vous. Exactement, tout à fait. Et très clairement, moi-même, je suis un produit de l'inclusion scolaire, et que donc, je sais très bien que tous les handicaps ne peuvent pas aller dans l'école inclusive. Mais c'est pas ça ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'est mettre des enfants handicapés avec des enfants valides, c'est une mauvaise manière faite aux enfants valides. Ça, c'est inadmissible, c'est honteux et intolérable. Donc, ce genre de propos, comme ses déclarations sur le maréchal Pétain, comme sa fascination pour Vladimir Poutine. Voilà, tout ça fait qu'effectivement, ça le disqualifie dans ce match présidentiel. Et je dis surtout à l'électorat de droite, un électorat gaulliste. Vous ne pouvez pas être gaulliste et en même temps vouloir le maréchal Pétain. Vous ne pouvez pas être gaulliste... On peut pas être de Gaulle et Pétain, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc, cet électorat-là qui était tenté par M. Zemmour, parce que c'est quelqu'un qui a certainement des qualités oratoires et qui a une intelligence très claire, eh bien je leur dis, maintenant revenez chez nous. Parce que vous ne pouvez pas continuer à porter à l'élection présidentielle quelqu'un qui, très clairement, prône de telles thèses, qui veut s'aligner autant sur les intérêts russes. Alors aujourd'hui, il fait une volte-face totale. D'ailleurs, pour quelqu'un qui dénonçait les incohérences et les volte-face, lui-même en fait une très claire. Voilà. Mais personne n'est dupe. Et donc, vous dites à ces électeurs, aux électeurs de droite, donc potentiellement de Valérie Pécresse, qui sont allés chez Zemmour, vous leur dites ? Oui, je leur dis de toute façon que M. Zemmour et Mme Le Pen sont les deux meilleures assurances-vie à la réélection d'Emmanuel Macron. Et je leur dis aussi, ne confiez pas le bouton du code nucléaire à quelqu'un qui veut aligner la France sur les intérêts russes. On va voir si vous allez être écouté ou pas. On va reparler de Valérie Pécresse. Cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle ne change pas complètement la donne et le cours de la campagne présidentielle ? Ce qui est sûr, c'est que cette guerre en Ukraine, elle redonne de la crédibilité politique aux partis de gouvernement.
Alors, qui vous classez parmi les partis du gouvernement ? C'est tout ? Déjà, non, la gauche, le président de la République sortant, voilà, tous ceux qui incarnent pas les extrêmes en tant que tels. Je pense qu'elle redonne la crédibilité. Je voudrais que au moins, parce que moi, ce que je veux pas, c'est qu'on enjambe l'élection présidentielle. Ce que je veux pas, c'est qu'on n'ait pas de débat. Alors, justement, vous considérez que c'est une tentation ? Ça peut être une tentation d'Emmanuel Macron ? Je souhaite on n'enjambe pas cette élection présidentielle. Je souhaite qu'on ait un vrai débat politique et démocratique. Parce que je rappelle une chose, c'est que nous ne sommes pas en guerre. Il y a un conflit majeur en Europe, il y a une guerre en Ukraine, mais que la France elle-même n'est pas entrée en guerre. Et que donc le débat politique et présidentiel, il se doit de vivre. Parce que sinon, ça sera encore pire que tout. Donc moi, je souhaite qu'on ait le débat politique, qu'on ait le débat démocratique, que l'on puisse confronter projet contre projet, mais je pense que cette guerre en Ukraine, elle change une chose, c'est qu'elle redonne du souffle et de la crédibilité aux candidats qui incarnent des alternances politiques de gouvernement, dont Valérie Pécresse, bien entendu, et qu'elle disqualifie les extrêmes et ceux qui sont trop alignés sur la position pro-russe. Donc, on va préciser les choses, vous allez préciser les choses. À qui ça redonne du souffle dans cette campagne ? Je pense que ça redonne du souffle à Valérie Pécresse. Ouais. Certainement, le président de la République sortant, il y a toujours un avantage de situation là-dedans. Je pense que ça redonne du souffle aussi à la gauche social-démocrate et modérée et autres, etc. Donc, Anne Hidalgo ? Anne Hidalgo, par exemple, peut-être. En tout cas, je ne suis pas dans sa campagne. Mais ce qui est clair, c'est que ça redonne du souffle aussi au débat. Ça doit redonner du souffle au débat politique et démocratique. De comprendre, jusqu'à maintenant, c'était celui qui parlait le plus fort, qui avait le verbe le plus haut, qui était repris partout. Et bien maintenant, ça sera celui qui va parler le plus sérieusement et de manière la plus appliquée possible. Avant de parler de ça, simplement, je pense que les Français, ils ne veulent pas un Poutine français, ils veulent une présidente gaulliste. C'est pas la même chose. Le Poutine français, c'est Zemmour ? Ils ne veulent pas de M. Zemmour, ils ne veulent pas d'un Poutine français, ils veulent une présidente gaulliste. Avant de continuer sur la campagne, cette guerre en Ukraine, certains ont dit qu'elle posait, parmi les commentateurs et les politiques, qu'elle pose la question de l'unité nationale autour de l'exécutif. C'est juste ou pas ? Non, mais est-ce qu'il faut une unité autour d'Emmanuel Macron ? Il faut de la concorde. La concorde, elle est nécessaire et indispensable pour défendre les intérêts de la France sur la scène européenne et mondiale. Et cette concorde, nous l'avons. Nous l'avons quand nous débattons sur la position politique de la France et de l'Europe face à cette guerre en Ukraine, quand on veut renforcer les sanctions sur la Russie, quand on veut prendre en compte les conséquences économiques désastreuses pour les Français, nous avons. Mais je le dis aussi, la concorde n'empêche pas le débat. Il nous faut de la concorde dans cette guerre en Ukraine, mais il nous faut aussi le débat présidentiel et que le débat politique ait lieu. Donc, vous considérez qu'il va vraiment y avoir une campagne ? En tout cas, je le souhaite. Et elle est nécessaire et indispensable. Parce que certains disent la campagne, c'est terminé. Non, on ne peut pas prendre le paravent de telle ou telle chose pour ne pas faire campagne. La réalité, c'est qu'on a déjà eu la crise sanitaire. On a aujourd'hui une guerre en Europe qui est extrêmement importante et grave, sur laquelle il faut qu'on ait une concorde entre nous, très clairement. Mais je le dis aussi, il ne faudrait pas que cette élection présidentielle soit escamotée ou mise entre parenthèses. Pourquoi ? Parce que sinon, les conséquences économiques, sociales seront terribles. Ce que nous disent les Français, c'est quoi ? Ils nous disent aussi, n'oubliez pas nos problèmes de la vie quotidienne. N'oubliez pas notre pouvoir d'achat. N'oubliez pas notre insécurité. N'oubliez pas ce que l'on vit, nous, au quotidien, et que l'on agisse au quotidien. Donc moi, je souhaite aussi que cette campagne présidentielle, on ait un débat sur les sujets, parce que, vous savez, ça va durer 5 ans derrière. Et pendant 5 ans, il va y en avoir des sujets sur le plan interne et intérieur. Et donc, il faut qu'on ait ce débat politique, projet contre projet, bilan contre bilan. Emmanuel Macron va donc annoncer sa candidature la semaine prochaine. A priori, oui. Avant le 4 mars. Est-ce que son entrée en campagne va vraiment changer les choses ? J'en sais rien. Ce que je dis simplement, c'est qu'au moins ça va clarifier les choses, parce que on aura tous les acteurs qui seront présents et on pourra enfin rentrer dans le débat d'idées, projet contre projet. Et puis on pourra aussi parler du bilan de ce gouvernement et du président de la République sortant. Et on pourra montrer les insuffisances, montrer les fractures françaises qui se sont renforcées et amplifiées. Donc c'est tout ça qui va s'engager avec cette campagne présidentielle. J'ai envie de dire, voilà, on va pas commencer. Il nous reste moins de 50 jours. Maintenant, 42 jours. 42 jours. Maintenant, il faut qu'on rentre dans le match présidentiel. Les Français en ont besoin. Ils veulent voter en ayant une idée des projets, des programmes, des personnalités de chacun. Donc il faut que ce débat politique il ait lieu. Et alors, ce qu'on voit, ce qu'on lit, ce qu'on entend, c'est que les Français, même les sondeurs disent ça, vont aussi choisir leur futur président en fonction du regard qu'ils vont porter sur lui. Ils se font se demander, est-ce que le président, la présidente que je vais élire, sera le plus apte à gérer la crise internationale et à représenter la France auprès des chefs d'État étrangers. Bien sûr.
C'est pour ça que je pense que la crédibilité et la compétence sont des atouts importants. Je pense que l'expérience de Valérie Pécresse comme président de la première région de France est importante. Je pense qu'à ses côtés, d'avoir quelqu'un comme Michel Barnier, qui est respecté sur le plan de la diplomatie européenne, compte également. Elle a une équipe de France aussi extrêmement importante. Donc voilà, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que on n'ait pas quelqu'un qui soit... Il faut qu'on ait des gens sérieux, crédibles, responsables, et qui ne soient pas dans la fascination de tel ou tel, et qui soient tout simplement dans la défense des intérêts de la France, et faire en sorte que la France soit une puissance d'équilibre et d'influence. Mais alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre de dirigeants ou d'ex-dirigeants de LR, Éric Woerth, aujourd'hui Renaud Muselier, qui annonce son soutien dans le JDD à Emmanuel Macron, qui considère que le plus apte à représenter la France, à être le futur président, c'est Emmanuel Macron. Il n'y a rien de nouveau. Enfin, Renaud Muselier, ça fait longtemps. Je vous dis, attendez, mais Renaud Muselier, qu'est-ce qu'il dit dans le JDD ? Le Macron de 2022 n'est plus celui de 2017 et l'expérience acquise par le président de la République constitue un atout. Est-ce que ça risque pas de convaincre une partie de vos électeurs ? Moi, je ne connais pas le Macron 2022. Parce que pour moi, on ne connaît pas son projet, son programme et son ambition pour la France. Par contre, nous connaissons le Macron 2017. Et nous connaissons le quinquennat passé. Et dans ce quinquennat, nous avons beaucoup de choses à dire sur les fractures territoriales, sur la fracture médicale, sur les insécurités au quotidien. Donc, moi, ce que j'ai vu et ce que nous avons constaté, c'est quand même que cette politique du en même temps a conduit la France dans le mur. Dans le mur de la dette, dans le mur des insécurités et dans le mur des fractures permanentes. Voilà. Et que donc, aujourd'hui, ce que nous devons, c'est donner un souffle nouveau. Et en ce qui concerne Renaud Muselier, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau, et alors quand même, il y a du nouveau dans ses attaques contre Valérie Pécresse. Il lui reproche son grand écart permanent vis-à-vis de l'extrême droite. Ce sont ses mots. Il dit parler de grand remplacement de français de papier ne correspond en rien aux valeurs de la droite française à laquelle... il dit, je veux rester fidèle. Il parle de celle de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Je suis sûr que dans votre fort intérieur, Damien Abad, vous faites le même constat que Renaud Muselier. Non, je vais vous dire une chose, c'est un faux procès que l'on fait à Valérie Pécresse. Je connais bien Valérie Pécresse. Je peux vous dire un truc, c'est que jamais, elle n'a transigé et elle ne transigera avec l'extrême droite. C'est même une de nos personnalités politiques à droite qui est la plus courageuse là-dessus, qui est la plus ferme et la plus droite, entre guillemets, là-dessus. Elle a été très claire. D'ailleurs, vous avez vu ses critiques encore hier à l'égard de M. Zemmour et Mme Le Pen sont très claires et assumées. Est-ce que Valérie Pécresse, derrière Valérie Pécresse, il n'y aurait pas un mauvais génie qui s'appelle Éric Ciotti ? Non, mais vous savez... Moi, d'abord, Éric Ciotti, je le connais très bien. C'est quelqu'un qui a un rôle important dans notre groupe politique aujourd'hui et qui a une loyauté, une fidélité à sa famille politique. Éric Ciotti, il incarne une droite. Et cette droite-là, il faut aussi la respecter et l'entendre sur la question des flux migratoires et autres, etc. Donc voilà, moi je dis aujourd'hui que, vous savez, c'est Valérie Pécresse qui porte notre ligne politique en tant que telle. Et je pense que c'est une richesse d'avoir des gens comme Éric Ciotti, comme Xavier Bertrand, comme Philippe Juvin, comme d'autres autour. Comme vous. Oui, comme Bruno Retailleau, Gérard Larcher, enfin peu importe. Et puis aussi une nouvelle génération politique, parce que ce qu'il faut, c'est aussi donner un souffle nouveau. Et c'est ça que nous devons porter ensemble. Et pourtant, depuis le discours le meeting du Zénith, Valérie Pécresse a l'air de subir la campagne, non pas d'être à l'offensive. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'imprime pas dans cette campagne ? Je crois que c'est en train de changer. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle n'imprime pas ? Parce que d'abord, on n'était pas rentré dans la campagne présidentielle. D'abord parce que mais vous constatez qu'elle n'imprime pas ? Non, mais c'est pas qu'elle n'imprime pas. C'est que cette campagne présidentielle, globalement, elle est assez, assez limitée aujourd'hui. Et donc, c'est en train de changer pour deux raisons. D'abord, la première, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une prime aujourd'hui à la crédibilité et il y a une prime au parti de gouvernement avec cette guerre en Ukraine. Ensuite, parce que le président de la République lui-même va entrer dans la campagne la semaine prochaine et donc il y aura une confrontation et il y aura un match politique d'idée à idée, de projet à projet. Et puis ensuite, parce que je ressens une forte détermination en elle va se battre. Et elle va se battre jusqu'au bout. Tout est possible, tout est ouvert. Vous savez, aujourd'hui, les portes du second tour, elles sont pas loin. Si on arrive à atteindre ce second tour, ensuite, tout est possible et tout est ouvert. Et quand vous la voyez arriver 4e, voire 5e dans les sondages du premier tour. Oui, mais à quelques points. Donc, je pense qu'elle était 2e il y a encore 10 jours. Et distancée par Marine Le Pen au second tour. Oui, mais elle était 2e il y a encore 10 jours. Vous savez, c'est sondage. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut... Tout le monde a connu un peu une chute, un trou d'air dans les sondages. Madame Le Pen l'a connu, Monsieur Zemmour l'a connu. Nous le connaissons également. Ce qui compte, c'est de remonter. Alors, il y a aussi cette polémique autour des faux adhérents de LR à la primaire interne. Un chien, des personnes décédées, des adhérents fantoches auraient pris part au vote. L'élection, elle a été faussée ?
Non. Et ça perturbe la campagne de Valérie Pécresse? Non plus. Il faut qu'on regarde les choses très clairement. Cette élection n'a pas été faussée, d'abord parce que tout a été pris par le parti et par Christian Jacob pour réguler. Je rappelle qu'il y a eu, je crois, plus de 5000 personnes qui ont été écartées pour avoir un corps électoral le plus juste possible. Voilà, l'histoire du chien, c'est une blague potache. Ensuite, et le reste mais écoutez, le reste, aujourd'hui, Valérie Pécresse, elle a gagné. On est tous derrière, d'ailleurs, tous les candidats. Personne n'a fait de recours. Tous les candidats se sont engagés derrière elle, très clairement. Et aujourd'hui, il faut qu'on apprenne surtout à chasser en meute à droite. Chasser en meute. Et une question. Éric Ciotti et François-Xavier Bellamy, pour ne citer qu'eux, ont déclaré qu'en cas de second tour Zemmour-Macron, ils voteront Zemmour. C'est acceptable ou pas? Écoutez, chacun prendra ses responsabilités. Vous, qu'est-ce que vous faites? Non, mais moi, je vote Valérie Pécresse. Oui, non, mais bien sûr. Oui, mais ça peut quand même compter. Je vais poser la question autrement. Si Valérie Pécresse est au second tour, que Emmanuel Macron ne l'est pas, est-ce que vous souhaitez qu'Emmanuel Macron appelle à voter pour elle? Mais moi, de toute façon, ça ne marche plus les consignes de vote. Non mais vous, par rapport à ce que je vais être très clair. Est-ce que vous, Zemmour, Macron, votez Macron? Je vais être très clair avec vous, Monsieur Adila. On va être très clair. Moi, jamais ma voix n'ira à Monsieur Zemmour et à Madame Le Pen, ni au premier tour, ni au deuxième, ni au troisième tour. Et je vais même aller plus loin que ça. Je suis fier de ne pas avoir parrainé ni M. Zemmour, ni Mme Le Pen. Parce que, je suis désolé, mais parrainer M. Zemmour aujourd'hui, c'est parrainer quand même un poutinolâtre. Et que ça, aujourd'hui, je pense que... Voilà. Alors, qu'on soit bien clair. Moi, je suis pour qu'ils soient tous candidats. Parce que la démocratie, je suis favorable à ce que tout le monde soit candidat. C'est le rôle de la démocratie. Mais je distingue ceux qui parrainent au nom de la démocratie. Je pense aux maires sans étiquette, qui ont le courage de le faire pour que Mme Le Pen, M. Zemmour et d'autres soient candidats, et c'est normal parce que dans le débat politique, doit l'être. Mais je distingue ça de ceux qui, dans le parrainage, est un futur soutien déguisé. C'est François-Xavier Bellamy, ça? Mais je vous dis, quelque part. En tout cas... Ah, c'est François-Xavier Bellamy. Ça, c'est votre interprétation, mais chacun interprétation. Vous dites non, c'est pas la... Attendez, est-ce que vous dites c'est pas la bonne interprétation? Non, je dis pas que c'est pas la bonne interprétation, je dis simplement qu'aujourd'hui, quand le parrainage d'aujourd'hui est un soutien déguisé de demain, alors ça ne correspond pas à ce que nous devons porter dans cette campagne présidentielle. Et je le dis aussi très clairement, il faut bien sûr que tout le monde soit sur la ligne de départ. Ça, c'est souhaitable pour le débat démocratique et politique. Mais je le dis aussi, moi j'ai une cohérence en politique. Je parraine la candidate que je soutiens. En l'occurrence, Valérie Pécresse. Et donc vous dites aussi, comme l'avait dit ici Geoffroy Didier il y a un mois à peu près, il ne faut pas que des maires ou des élus parrainent. Je vous dis ce que je demande. Ce que je demande, c'est que les maires et les élus, les républicains, soutiennent notre candidat républicain. Et d'ailleurs, je suis très fier d'une chose, c'est que tous les députés, les républicains, le font, vous êtes président du groupe, l'ont fait, et qu'aucun député de ma famille politique n'a parrainé M. Zemmour. Alors, reste qu'à l'issue de la présidentielle, la donne politique aura peut-être totalement changé, quel que soit l'élu du second tour. Ne sera-t-il pas temps de réfléchir à une recomposition de la vie politique dans le contexte de crise internationale inédite, avec des conséquences économiques de grande ampleur, et de montée de l'extrême droite et du populisme en France et en Europe? Et là, je parle d'un second tour qui verrait la victoire soit d'Emmanuel Macron, soit de Valérie Pécresse. Mais ce qui est certain, c'est que chaque élection présidentielle change le paysage politique français. Et d'ailleurs, notre objectif, à nous, avec Valérie Pécresse, c'est de changer ce paysage politique français. C'est de pouvoir modifier les choses. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, je suis président du groupe, je souhaite que demain, on ait une majorité politique et parlementaire. Donc, bien sûr qu'il y aura un changement du paysage politique français, parce que l'élection présidentielle, c'est l'élection maire en France. C'est l'élection qui structure les autres élections, et notamment l'élection législative qui suit. Donc, nous, notre objectif politique, c'est quoi? C'est faire en sorte que Valérie Pécresse soit élue président de la République, pour qu'ensuite, on ait une majorité parlementaire et politique, et qu'on sorte cette majorité en marche du en même temps permanent qui a affaibli le Parlement. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que l'après-présidentielle de 2022 peut ressembler à l'après-présidentielle de 2002, à savoir est-ce que le président ou la présidente élue, donc Emmanuel Macron ou Valérie Pécresse, pour ne parler que de ces deux candidats, ne devront pas appeler à une large coalition pour répondre à la nouvelle donne mondiale, réformer le pays sur le modèle du gouvernement de salut public d'après la guerre? Mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Moi, vous savez, non, mais est-ce que vous l'excluez, ça? Non, mais par principe, il faut rien exclure dans la vie. Mais ce que nous disons très clairement, c'est qu'aujourd'hui, moi, je suis pas dans le boule de cristal. Et donc déjà, il faut qu'on ait en premier, il faut déjà qu'on ait ce débat politique et présidentiel. Ça, aujourd'hui, ça manque aux Français. Il faut qu'on rentre dans cette campagne présidentielle. Ensuite, il y aura un choix qui sera fait par les Françaises et les Français. Nous verrons bien ce choix qui sera fait et la recomposition politique que ce choix entraînera. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que moi, ce que je souhaite, c'est qu'on change le paysage politique français.
et que je pense que la France, elle est à droite. Et que donc, il faut mettre en adéquation cette France de droite avec un pouvoir de droite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et donc, demain, avec Valérie Pécresse, ça sera le cas. Si Valérie Pécresse n'est pas au second tour, ce sera un grave échec pour vous ? Bien sûr. Bien sûr. On va pas se raconter d'histoire. Vous savez, nous sommes un parti de gouvernement. Et ne pas être une deuxième fois de suite au second tour, bien sûr que ça serait un échec. Mais vous savez, on rentre pas dans un match de foot ou de rugby en pensant à la défaite. En tout cas, moi, je fais pas partie de ces gens-là. Moi, quand je rentre dans un match, que je mets le maillot bleu de l'équipe de France, c'est pour gagner. C'est pour battre l'Écosse et c'est pour battre l'Irlande. C'est pas pour changer de maillot à la mi-temps du match, ou c'est pas de se regarder ce qui se passera au prochain match. C'est pour jouer le match jusqu'au bout. Eh bien, jouons ce match jusqu'au bout et pensons davantage à la victoire qu'à la défaite. J'en ai assez, je vous le dis, j'en ai assez d'avoir trop de défaitistes autour de moi. Je pense qu'on peut gagner ce match. Encore faut-il s'en convaincre et s'en donner les moyens. Et quand certains disent que Damien Abad, vous-même, vous pourriez être ministre d'Emmanuel Macron après la présidentielle. Mais non, mais vous savez, attends, c'est pas exclu totalement. Mais non, mais c'est pas ça. Franchement. Non, mais c'est exclu. Mais moi, je veux d'abord, se distribuer les places, que ça soit. Et si nous on gagne. Même si nous on gagne, je vous dirai pas ça. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui notre objectif politique, c'est pas de se répartir les postes, c'est pas de dire non, mais pour faire quelque chose de positif. Mais c'est pas ça le sujet. C'est pas quelque chose de positif, se répartir les places. Moi, ce que je veux, c'est que ma famille politique gagne cette élection. Ce que je veux, c'est que Valérie Pécresse soit au second tour. Et ce que je veux, c'est qu'on redonne du souffle à la droite française. C'est ça. Donc, on n'est pas en train de se dire, mais tiens, un tel va occuper tel poste ou tel poste. Je suis pas là-dedans. Je suis président du groupe Les Républicains. Je suis heureux comme président du groupe. Et ce que je veux, c'est mettre toutes mes forces dans la bataille pour faire gagner Valérie Pécresse. Merci en tout cas, Damien Abad, d'avoir beaucoup accepté de participer à cette émission. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.